Merci beaucoup. Bon, moi, j'aurais de multiples questions à vous poser encore, mais le temps passe. Et il y a certains dans la salle souhaitent peut-être parler. En se présentant, s'il vous plaît. Merci Olivier Jacquin, sénateur. Merci pour vos travaux de qualité comme d'habitude. Et Philippe Duron a parlé de cette idée d'amendement qui est sortie un peu tard. C'est dommage parce que l'Assemblée n'était pas acculturée à une idée comme celle-là, mais je ne doute pas que le COI, qui devrait être institué, pérennisé au vu de la qualité de ses travaux, ce que confirmera sans aucun doute l'Assemblée nationale, eh bien Damien pourra reprendre l'idée dans quelques semaines à l'Assemblée d'avoir effectivement un seuil minimum de dépenses pour maintenir les infrastructures et la qualité de service. Je voulais un petit témoignage en réaction aux propos d'Anne-Marie Idrac sur l'intermodalité, un témoignage sur l'excellent débat public qui vient d'y avoir lieu sur l'A31. Ce sillon lorrain de Luxembourg à Nancy qui est relativement simple, objectif prioritaire et affirmé plusieurs fois. Et pour avoir travaillé de manière assez fine là-dessus, avec les équipes de la DREAL, je me suis rendu compte que sur une partie du tronçon, l'ingénieur général des routes n'avait pas permis, semble-t-il, à ses équipes d'avoir sur un tronçon une bande d'arrêt d'urgence suffisamment dimensionnée pour permettre, en heure de pointe, de constituer une voie réservée. Il manquait 50 cm dans les normes courantes. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Et puis la réponse m'a été donnée, pas directement, il a fallu gratter un peu, mais parce qu'on a dit, mais attendez, c'est la compétence de l'État, c'est l'autoroute de l'État, et l'État ne financera pas les services à mettre sur cette autoroute. Donc je suis allé voir mon conseil régional. Je lui ai dit pourquoi vous n'avez pas levé la main, vous avez la compétence car interurbain. Ils me disent on n'a pas les sous et on n'a pas eu de demande non plus. Et je suis allé voir la métropole, puisque c'est une autoroute presque urbaine, dans les endroits où elle permettrait de contourner la ville. Et puis on m'a fait à peu près la même réponse. Pour dire qu'en matière d'innovation routière et autoroutière, on peut avoir les outils, mais il y a ce problème d'intermodalité et de compétences différenciées. Ce qui fait que, par exemple, sur ce débat de la 31, j'ai proposé de piquer l'idée de Roland Ries sur l'Eurométropole de Strasbourg, ce que vous avez proposé, de mener un Grenelle des mobilités pour dépasser les murs des compétences et parler services même sur des infrastructures. Et je crois que c'est une opération plutôt positive. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est la LOM, mais très rapidement, parce que je n'ai pas le sentiment partagé par vos propos aujourd'hui que la route serait négligée. On sort de 6 jours assez denses de débats sur la loi sur les mobilités, et la route n'était pas vraiment absente du débat, pas du tout. Elle était même très présente. Par contre, étonnant, les colis qui ne votent toujours pas, contrairement aux voyageurs, et les questions de transport de marchandises, alors là, c'est complètement négligé, et il restera à Damien un beau boulot à mener pour parler, par exemple, de la régulation indispensable des vulles et plein d'autres choses encore. Mais donc, dans la loi sur les mobilités, je crois que la route n'est pas oubliée du tout. On a tenté au Sénat, dans un certain consensus, de tenter de rééquilibrer les financements nécessaires aux infras uniquement en fléchant de la TICPE. On ne sait pas si ça tiendra par la suite. C'est une loi d'orientation, ce n'est pas une loi de financement des mobilités. Et ça nous pose bien des questions. Et par contre, sur les régulations, il y a beaucoup de solutions qui ont été apportées, qui permettront, je pense, d'aller beaucoup plus loin tant sur des voies réservées, du contrôle routier indispensable pour utiliser de nouvelles technologies et plein d'autres choses. Par contre, la grosse déception, j'ai dit sur les marchandises, mais c'est aussi que chaque mode de transport n'est pas remis dans son champ de pertinence et rien n'est fait, par exemple, pour qu'il soit, entre guillemets, autour du principe pollueur-payeur et de mettre les choses en bon ordre. Par exemple, l'aérien a été considéré comme irrecevable dans le débat au Sénat. On n'avait pas le droit de poser un amendement sur l'aérien. Et donc demain,
nos gamins pourront continuer à traverser la France en avion pour moins cher que de le faire en train. Et ça, c'est quand même une question extrêmement importante. Et puis surtout, l'idée de la ministre de doter les secteurs peu denses d'autorités organisatrices est très très mal financée. Alors, je suis assez confiant sur le fait que les secteurs denses vont trouver par cette loi des solutions, puisque le marché les aide, mais je suis très inquiet sur les secteurs peu denses, et peut-être demain sur les routes des secteurs peu denses, pour qu'elles aient les bons outils pour faire. Puis pour vous dire que, et j'en termine là, que le législatif est assez complexe, j'avais posé un autre amendement qui me semblait intéressant. C'était dans le champ des sociétés concessionnaires d'autoroutes. Et je l'avais écrit, je me suis dit, tiens, il va passer celui-là en disant, s'il y a de nouveaux contrats ou des adossements, on recommandera que les sociétés concessionnaires d'autoroutes utilisent au maximum les nouvelles possibilités d'optimiser les flux. Par exemple, des voies réservées, des parkings relais, ou l'exemple assez exceptionnel de Brie-sous-Forges et de sa gare autoroutière, que je vous invite à aller visiter parce que c'est un exemple vraiment extrêmement intéressant, puis un des seuls en France. Mais là encore, sur cet amendement, je me suis fait retoquer au nom du fait qu'on n'a pas, en tant que parlementaire, et juridiquement, il y a un article 46 qui dit qu'on n'a pas le droit d'aller donner des injonctions à l'État quant à un futur contrat entre l'État et une société privée. Et il va falloir travailler et affûter les amendements pour qu'ils puissent permettre de nous faire avancer. Et puis je clôture par ce mot qui était dit à un moment dans l'Assemblée. Je ne sais plus de qui il est. On ne nous transporte pas, on nous roule. Voilà, c'est le sentiment qu'on a eu. Merci beaucoup. Autre question? Oui, Pierre Calvin, bon, déjà je voudrais remercier effectivement l'organisation, la TDIE, pour l'organisation de cette matinée. Je crois que c'est très intéressant et au niveau Route de France, je veux dire que j'ai entendu des choses qui me semblent très pertinentes. Tout d'abord, on a rappelé le temps long et le temps court, hein, entre l'infrastructure proprement dit et puis les usages qui évoluent très vite dessus. La nécessité d'avoir un support en bon état. Je crois que tout le monde est assez unanime là-dessus. Maintenant, tout le monde le dit. Il va falloir qu'on le fasse. Philippe a rappelé également aussi le problème sur le marquage et sur la signalisation verticale et les absences que l'on a à ce niveau-là. 50% du réseau n'est pas marqué aujourd'hui. Et effectivement, 40% est en mauvais état sur ce qui est marqué. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que l'on doit passer d'une juxtaposition de sites propres tel qu'on l'imagine aujourd'hui, à une coexistence d'usages. Et donc, on passe vraiment d'un aménagement de voirie à un aménagement d'espace public. Et cet aménagement d'espace public, pour moi, il doit être à la fois spatial, mais il doit être aussi à la fois temporel. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes besoins de mobilité à 8 heures du matin qu'à 11 heures. Et il va falloir qu'on ait des infrastructures, effectivement, qui soient capables de s'adapter à ça. Et au niveau des entreprises, pour pouvoir réfléchir, innover et apporter demain des solutions à ces problèmes, il faut qu'on ait un peu de visibilité. Et je crois que quand on passe à l'aménagement d'espace public, on passe obligatoirement dans l'aménagement du territoire. Et Anne-Marie Drac me sent venir. Je pense que c'est tous ensemble que l'on peut, d'où l'importance de cette matinée, que l'on peut faire avancer les choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'on travaille en silo, mais que l'on travaille entre les maîtres d'ouvrage, les entreprises, le législateur, l'ingénierie, pour qu'ensemble, on arrive à construire ça. Et on avancera au rythme du plus lent. Si le plus lent, c'est le législateur, on avancera au rythme du législateur. Si c'est l'infrastructure qui n'arrive pas à s'adapter, ce sera ce temps long. On va lancer... Et donc, je profite de l'occasion pour le dire, à partir d'octobre, un cycle des hautes études d'aménagement du territoire. Ça, c'est sous l'égide de l'IEDAT que beaucoup d'entre vous connaissent ici. Et on va retrouver au sein de ces cycles l'ensemble des acteurs. Et je pense que c'est vraiment une occasion de partager une culture commune. Et donc, je vous encourage à suivre ça et, si possible, à y participer, voire même à y devenir partenaire, ce qui est une très bonne chose. Voilà.
Bonjour, Nicolas Autière, Yves Star. J'avais, en fait, c'était deux remarques. Donc c'est un petit peu les questions sur notamment sur la question de la capacité du véhicule autonome à se déployer tout seul sans une infrastructure finalement adaptée. Alors, on comprend bien finalement finalement le véhicule autonome au sens propre, capable de se débrouiller tout seul. Le problème, c'est si on veut donner une sécurité, c'est la confiance qu'on peut lui donner et la confiance ou la défiance que finalement l'usager pourrait avoir, ben finalement, c'est peut-être aussi dire rassurer sur l'état de la route vis-à-vis du véhicule. Pour moi, ça va de pair. Et si on veut que la personne ait confiance, il faut aussi une infrastructure quelque part de confiance. Et donc, quelque part, je vous invite à venir faire les calculs qui montrent en quoi, finalement, un véhicule autonome, avec ses capteurs, n'est pas capable de s'arrêter à 130 km/h face à un obstacle. On a des limites. Ce n'est pas du progrès technologique. Hein. C'est vraiment, il y a des questions physiques. Hein, tout simplement, un calcul de coin de table. On montrait encore hier après-midi avec des élèves à l'université. Donc il y avait ce point-là. Et aussi sur le même point physique, faire attention sur l'énergie. J'avais juste une remarque sur le piézoélectrique. Faire rouler des voitures sur du piézoélectrique, on les fait surconsommer. Donc en fait, on vient leurrer la personne. Donc faire attention aussi à la confiance vis-à-vis sur les fausses bonnes idées. Encore la semaine dernière, on me proposait de mettre des éoliennes sur les toits des camions pour les faire avancer. Et ben c'est du même ordre quelque part. C'est la même idée. Donc attention à bien prendre en compte les limites physiques dans le débat sur ce qui est faisable et ce qui n'est pas physique. Voilà, c'est mes deux remarques. Oui, bonjour, Bertrand Lafouchardière, donc du groupe 3M. Je me permets juste de faire un petit commentaire par rapport au marquage routier. Donc vous avez parlé de 40%. En fait, il faut le remettre dans le contexte. Il y a déjà une route sur deux en fait, qui n'est pas marquée. Voilà. Et après, c'est 40% des routes marquées qui ne sont pas en état. Donc à la fin, ça fait plus que 20%. Ce qui est effectivement pour un sujet très basique qui est de déplacer un véhicule, il y a juste besoin d'avoir un marquage. Donc ça, c'est important. Et Nicolas en parlait très justement. Effectivement, il faut se raccrocher. Ne serait-ce pour des questions physiques et puis aussi pour des questions environnementales. Parce que des questions environnementales, en fait, les constructeurs nous expliquent qu'ils peuvent déplacer un véhicule pratiquement sans route, mais ils vont déployer des puissances de calcul qui sont en fait assez importantes. Donc ça va utiliser en fait des puissances de calcul qui vont être déportées du véhicule en fait, ou même à bord, et donc utiliser énormément d'énergie. Donc ça, c'était un petit point qu'on comprend en fait au fur et à mesure, à force de travailler justement dans cet écosystème. Et je voudrais rebondir sur ce que disait Pierre Calvin. C'est très juste, je crois qu'en fait, on a intérêt à continuer à progresser ensemble pour comprendre quels sont ces besoins. Et ma question que je vais adresser, ou le commentaire un peu sous forme de question, c'est finalement de trouver ces priorités. Finalement, où faut-il faire avancer ces véhicules autonomes en priorité? Finalement, ça a été fait avec des voies dédiées à l'époque, parce que les poids lourds avaient plus ou moins le droit d'avancer sur certaines voies. On est un peu dans cette même problématique de mon sens. Finalement, décidons collectivement, mais on a besoin aussi du législateur qui nous dise, ben finalement, c'est là où nous, l'État, où nous, la collectivité, on souhaiterait que le véhicule autonome s'accroche. Les technologies, je crois qu'elles sont là. Collectivement, il y a beaucoup d'innovations qui existent. Je pense qu'après, c'est comment est-ce qu'on arrive à se mettre en fait maintenant pour ne pas décrocher aussi par rapport aux autres pays qui se mettent en route en ce moment, des pays limitrophes ou des pays sur d'autres continents, avec des écosystèmes complets, avec des constructeurs qui sont parfaitement intelligents aussi et qui ont une très bonne idée de comment est-ce que l'attractivité de nos pays peut aussi se développer comme ça. Voilà, merci. Une toute dernière question rapide, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Miguel Muchenier, entreprise Razelbeck et groupe Faya. Pardon, Miguel Muchenier, entreprise Razelbeck, groupe Faya. J'avais une question en revenant sur les infrastructures. J'ai entendu que vous parliez de vitesse d'évolution des différents types de modalités, de besoin de souplesse dans les infrastructures, de besoin d'expérimentation, de route as a service.
Et ma question est la suivante. Nous réalisons des infrastructures. Nos clients sont des collectivités publiques et souvent des collectivités locales. Quelles sont les évolutions dans les différents types de contrats? Quelles sont les évolutions que vous imaginez pour permettre d'intégrer tous ces différents aspects que vous avez évoqués? Parce que là, la temporalité, il y a un problème de temporalité entre la forme et la dévolution des contrats et les différents sujets qu'on vient d'évoquer. Damien voulait dire un mot, un ami Drabkowski. Oui, moi simplement répondre à Monsieur Jacquin, sénateur, qui je crois est... Il est là. Très bien. À Monsieur Jacquin, concernant tout ce qui peut être sur la LOM et les différents points abordés. D'une, sur la règle d'or inversée, moi je suis plus partisan, plutôt que de fixer un niveau d'investissement minimum, à ce qu'on soit plutôt à fixer un niveau d'état du réseau qui soit un niveau minimum et qu'on associe en parallèle un financement. Et ça, je pense que pour le coup, le COI est aussi là, et tel qu'il a été réinstitué par le Sénat, et ça, je le salue tout à fait, parce que si ça n'avait pas été fait par le Sénat, ça aurait été fait par l'Assemblée, parce que je pense que le COI est un très bon organe qui doit continuer sincèrement à vivre. Et, on verra qui en est le président et autres, mais on a des candidats qui sont quand même extraordinaires. Bon, certains sont à cette table. mais voilà, donc je pense que c'est aussi le rôle du COI de suivre cela et de faire en sorte qu'on ait une qualité de l'infra qui soit constante, et surtout avoir un minimum vraiment sur la qualité de l'infra plutôt que sur l'investissement. Sur les questions de l'aérien, c'est vrai que c'est des questions qui se soulèvent, surtout suite au grand débat. Moi, sur mon territoire, comme j'imagine beaucoup de parlementaires de l'Assemblée ou du Sénat, on a assisté à pas mal de grands débats. Et cette question de l'aérien, elle revient tout le temps. Est-ce que c'est la question de fond? Néanmoins, j'en suis pas persuadé. Sincèrement, quand on creuse un petit peu, bon, on sort là un petit peu du cadre du débat, hein, mais quand on creuse un petit peu, on se rend compte que surtout, c'est le sentiment de culpabilité des gens qui nous dit, mais attendez, vous nous taxez, vous nous faites culpabiliser, vous nous dites que nous, sur la route, on pollue énormément, et pendant ce temps-là, il y a l'avion qui passe au-dessus, qui lui ne paye pas de TICPE, qui ne paye pas de taxes. Bon, c'est une forme de méconnaissance, parce qu'il y a de la taxation sur l'aérien qui est déjà bien présente, mais voilà, il y a cette forme de culpabilité aussi, et c'est aussi là-dessus qu'on doit travailler. C'est au final ce que nous demandent les gens, plus que taxer le kérosène, c'est taxer-nous moins. Avant tout, je pense que c'est là la question de fond. Et enfin, sur le financement des autorités organisatrices de mobilité, effectivement, il y a besoin de trouver, moi je travaille particulièrement sur ces questions, il y a besoin de trouver des moyens de financement. Alors il y en a qui existent déjà, hein. Il y a le versement mobilité. À partir du moment où une autorité organisatrice de mobilité prendra la compétence avec le transport scolaire, elle pourra lever du versement mobilité. Il y a eu l'introduction au Sénat également d'un versement mobilité interstitiel à 0,3%. Néanmoins, problème sur les territoires ruraux, moi j'alerte quand même sur le tissu entrepreneurial et industriel qui fait que finalement, est-ce qu'on va lever assez de versements mobilité? J'alerte aussi sur le fait que ce versement mobilité, attention, les entreprises, les organisations patronales notamment, sont plutôt en train de le remettre en cause sans rien cacher. Donc, versement mobilité, est-ce que c'est une bonne solution? Je ne suis pas certain. Il y a peut-être d'autres axes d'études sur les dispositifs de péréquation, sur également quelque chose par rapport à la CFE. C'est des choses qu'il faut réfléchir et sur lesquelles il va falloir trancher, mais il est clair qu'il va falloir trouver des financements pour les autorités organisatrices de mobilité. Il est clair aussi, et là je nous raccroche à notre thème, que dans ces zones peu denses, dans ces zones rurales, la route est demain le seul vecteur de mobilité. Oui, moi, je voudrais juste terminer en continuant à essayer d'avoir les pieds sur terre. Bon. Le titre du colloque, c'est « Nouvelles formes de mobilité, quelles conséquences pour les routes ?» La principale, c'est pas véhicule autonome, comment s'adapter. Bon. Donc, voilà, cool. Les formes de mobilité, nouvelles ou pas nouvelles, la marche à pied, etc. Ça a besoin de routes en bon état, entretenues au bon niveau, avec les marquages qui vont bien, et les collectivités locales auxquelles on propose des solutions du bon rapport qualité-prix. Bon.
Voilà, donc je pense qu'il faut quand même revenir un peu voilà, bon, au basique, et ce qui d'ailleurs au passage permettra d'être un tout petit peu moins dans des complexes de supériorité ou d'infériorité, parce qu'il n'y a pas de raison. Bon. Et de toute façon, l'avenir de la route, il ne va pas être déterminé par les véhicules autonomes. Bon. J'ai entendu cette phrase 3 fois hier dans 3 langues différentes à Bruxelles, et pourtant Dieu sait qu'il y a toute une partie de l'écosystème européen qui est beaucoup plus dans l'option, c'est l'infrastructure, parce qu'en fait ils sont FANA 5G, hein, bon. Donc c'est l'infrastructure qui doit déterminer. Bon, voilà, donc prenons les choses de manière posée, etc. etc. Bon. Je trouve que beaucoup plus pragmatique, intermédiaire entre ce qui se passe aujourd'hui et ces évolutions pour demain. Il y a par exemple le cas qui a été évoqué des gares autoroutières, par exemple. Bon, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure sans avoir employé le terme. Bon, sur une manière de lutter contre l'autosolisme, de favoriser l'autopartage et l'utilisation des zones de pertinence. Bon, c'est ce genre de choses. Bon. Donc je crois que en fait, il faut travailler sur 2 plans. Il y a le plan se projeter sur comment favoriser les routes intelligentes pour connecter le maximum de données qui permettront d'optimiser la gestion des routes en question et pourquoi pas de produire de nouveaux services. Idem sur l'électrification qui en fait devrait venir avant, puisque l'électrification c'est demain, les véhicules autonomes c'est après demain. Bon, voilà, donc il faut travailler là-dessus, bon, mais ne absolument pas renoncer aux fondamentaux de vos performances et de vos compétences et de vos pertinences. Bon. Parce que voilà, qui trop embrasse mal étreint, et je crois qu'au contraire, on est dans un moment où on a besoin que les routes, dans leur diversité, soient au top de leur forme, si je puis dire, puisque justement, elles retrouvent une voix au chapitre, en tout cas dans le politiquement correct, elles retrouvent voix au chapitre. Voilà, donc je voudrais un petit peu modérer les transports, si je puis dire, vers un petit peu trop de projection sur des choses qui sont pas si importantes que ça en termes de décision à moyen terme.